bienvenue à Math Infinité. Alors dans cette vidéo, je vais commencer une nouvelle série appelée Histoire d'un théorème. Alors l'idée c'est de dire que en fait notre contact ou notre rencontre avec un théorème se passe à travers un cours qu'on reçoit ou la lecture du théorème dans un livre ou dans un article. Mais derrière un théorème, il y a des hommes et des femmes, des mathématiciens qui ont travaillé là-dessus. Il y a des rencontres, il y a des collaborations, il y a un contexte historique aussi. Et tout cela n'apparaît pas quand on aborde un théorème à travers un livre et un cours. Et dans cette série, je vais essayer de prendre des théorèmes classiques et d'essayer de sortir un peu le contexte dans lequel ces théorèmes ont été démontrés. Alors les auteurs, bien sûr, le lieu, la collaboration, le contexte et voilà, et aussi quelques anecdotes qui sont bons. Certains théorèmes ont été démontrés sur un banc de jardin, d'autres lors d'une promenade, etc., etc. Et surtout pour montrer un aspect de la recherche en mathématiques. Alors aujourd'hui, on va être dans un lieu qui est la Pologne des années 1920. Donc ça, c'est une période trouble en Europe, c'est la fin de la Première Guerre mondiale et il y a une deuxième guerre en perspective. Les auteurs, il y a Stefan Banach et Hugo Steinhaus. Stefan Banach est né en 1892 et est mort en 1945 et Hugo Steinhaus en 1887 et 1900. Et la rencontre entre ces deux mathématiciens est devenue anecdotique et connue. Alors Steinhaus, on va dire, c'est le maître, c'est le prof, et il découvre Banach, Steinhaus, une personne révoltée contre le système, autodidacte, qui n'a pas réussi à finir ses études. Et voilà, et donc c'est ça ce qu'on va voir. Et de cette rencontre est né un théorème, le théorème de la borne uniforme ou le théorème de Banach-Steinhaus. Et de cette rencontre sont nées beaucoup de choses, une collaboration et la naissance des mathématiques polonaises modernes. Voilà, donc on va voir un aperçu sur la vie de ces deux personnes, leur rencontre, et leur mode de collaboration, et bien sûr on va voir le théorème de Banach-Steinhaus, quelles sont les idées dont il a bénéficié pour voilà, donc c'est-à-dire l'atmosphère mathématique générale qui tourne autour de ce théorème, et l'idée de la démonstration. Alors la démonstration complète, je l'ai déjà postée dans une vidéo que vous pouvez trouver. Alors allons-y. Ce théorème aussi a donné naissance à l'analyse fonctionnelle. Alors allons-y, deux parcours et une rencontre. Alors commençons par Hugo Steinhaus. Alors Hugo Steinhaus est né en 1887 à Breslau et il fait ses études universitaires en Allemagne, à Gutenberg, et il a eu comme professeur Hilbert, Zelmo, Minkowski. Alors en 1911, il fait sa thèse
il soutient sa thèse sous la direction de Hilbert. Donc Hilbert, c'est un grand mathématicien, bien sûr. Donc là, on voit bien le calibre de Steinhaus. Et en 1916, il rencontre Stéphane Banach. Alors, selon ses mots, il a dit après que c'est ma plus belle découverte. Alors, comment cette rencontre a eu lieu? Il est devenu célèbre. Alors, dans un parc, maintenant, c'est illustré. Là, ce que vous voyez, donc là, ce sont deux jeunes mathématiciens, Banach et Nicodème, et ils étaient en train de discuter de la théorie de la mesure, les mesures de Lebesgue. Et Steinhaus passait à côté, il a entendu la discussion et il a compris que là, ce sont des mathématiciens, bon, vu le langage qu'il utilisait, et voilà. Et donc, il s'est approché d'eux et il a commencé à discuter avec eux. Et c'est là que Steinhaus a découvert Banach. Alors, Banach, lui, il est né en 1892 à Cracovie. Il a été abandonné par sa mère et élevé par sa grand-mère maternelle. En 1910, il rejoint l'école polytechnique de Lvov. Alors cette ville, donc, on en parlera de cette ville, la ville de Lvov, où justement Steinhaus a rencontré Banach. Donc en 1910, Banach intègre l'école polytechnique. Bon, il ne finit pas ses études, c'est quelqu'un qui haïssait les examens, donc voilà. Et à côté, il étudiait les mathématiques, il écoutait les mathématiques à l'université en autodidacte. Alors la guerre éclate en 1914. Il n'a pas été dans l'armée, il a été réformé parce qu'il avait des problèmes de vue. Et après la guerre, en 1916, il rencontre Steinhaus. Alors après, donc Steinhaus l'adopte, il l'invite chez lui et quelques mois plus tard, il lui donne un premier problème sur les séries de Fourier. Et Banach, quelques semaines après, revient avec la solution. Et c'est de là que naît le premier article co-signé entre le maître Steinhaus et l'élève Banach. Et donc voilà. Alors en 1918, c'est la fin de la guerre et la Pologne retrouve son indépendance. Il était sous occupation autrichienne, donc la Pologne retrouve son indépendance et Steinhaus et Banach en 1919 étaient les membres fondateurs de la Société mathématique de Pologne. En 1920, Steinhaus est devenu professeur à l'université de Lvov et il prend Banach comme assistant. Et en cette année, Banach soutient sa thèse de doctorat. Alors il a eu une dérogation parce qu'il n'avait pas, disons, de maîtrise il n'avait pas de diplôme de maîtrise pour pouvoir soutenir une thèse, mais il a eu une dérogation, bon, à cause de son génie. En 1922, il se tient son habilitation et il devient professeur à l'université de Lvov. Alors après la collaboration, en 1925, le théorème de Banach-Steinhaus, dont on va parler aujourd'hui. En 1925, le théorème de Ham-Banach.
En 1936, il devient président de la Société mathématique de Pologne et il meurt en 1945. Alors, Steinhaus, par contre, donc Banach a beaucoup travaillé, donc il s'est spécialisé en analyse fonctionnelle, donc il a écrit des livres là-dessus, mais Steinhaus était un mathématicien polyvalent, donc il a travaillé en géométrie, en analyse, en théorie des nombres, il a même donné les fondements de la théorie des jeux, et il a même écrit un livre qui est toujours là, qui s'appelle Mathematical Snapshot. Donc c'est un livre de vulgarisation où vous pouvez trouver des exercices sur les triangles, sur la théorie d'un nombre, sur les jeux d'échecs, et beaucoup. Alors je vous invite à aller faire un tour, regarder ce livre, il est très joli, il y a de très très beaux exercices élémentaires et il est toujours édité, je crois, il est à la 3e ou à la 5e édition. Voilà, donc ça c'est la rencontre. Alors maintenant on va voir les lieux et la collaboration. Alors le lieu, donc c'est la ville Lwow, où ils vivent actuellement. Donc c'est une ville qui a connu beaucoup de... Donc qui a changé d'appartenance. Il était à l'Autriche, ensuite la Pologne, ensuite les Allemands, ensuite les Russes, etc. Et actuellement, il est sous gouvernement ukrainien. Alors ça se lit Lwow ou Lviv, voilà. Donc c'est dans cette ville que ces deux mathématiciens se sont rencontrés. Et voilà. Et il y a un autre lieu important, c'est le café écossais et le fameux livre écossais. Donc on va parler donc de ce mode de collaboration créé par Steinhaus et Banach. Alors, donc comme je l'ai dit, donc Banach était maintenant des professeurs à Lwow, et autour d'eux gravitait une communauté de mathématiciens. Alors ils se rencontraient après les séminaires ou après le cours, ils se rencontraient dans le café écossais, c'est un café du coin, et ils ont installé une habitude. Donc dans ce café, les tables sont en marbre, et donc se prêtent à l'écriture à la craie. Et donc, ils ont commencé à écrire des problèmes, à proposer des problèmes mathématiques, des solutions, et à la fin, quelqu'un a recopié la solution. Et puis un jour, la femme de Banach leur apporte un cahier, un gros cahier. Alors il leur a dit, au lieu d'écrire sur les tables, voilà le cahier. Alors et puis ils ont commencé à écrire les problèmes dans ce cahier. Alors les problèmes, après les problèmes sont numérotés, et ça a donné naissance au livre écossais. Donc voilà, qui a été gardé. Alors en fait ça se passait comment? Donc à la fin on laissait le cahier chez le serveur, et quand il revient il demande le cahier, et il y a eu des problèmes soit des problèmes simples qui ont été résolus, soit des problèmes très compliqués certains ont été résolus largement après. Des problèmes ouverts. Et donc voilà le fameux livre écossais. Alors ce livre après a été réécrit par Ulam. Ulam, c'est un mathématicien connu qui a émigré aux États-Unis et donc qui a pris le livre et qui l'a réécrit et édité. Donc vous avez ici la deuxième édition du Scottish Book. Alors c'est un très joli livre, alors il faut aller regarder dedans, et surtout l'introduction d'Ulam, où la préface d'Ulam,
où il décrit comment le livre est né et quels sont. Il y avait des problèmes. Alors, pour l'anecdote, certains problèmes commençaient comme ça. Donc, quelqu'un qui écrit, alors je promets 2 bières à celui qui résout ce problème. Il y a même quelqu'un qui a promis un oie, l'oiseau oie. Et cette promesse a été tenue en 1972. Alors, vous avez ici donc là une page comment bon l'écriture à la main, et tout cela a donné voilà, donc là la collaboration Steinhaus Banach a donné naissance à l'école de Lvov, qui est maintenant connue, où il contient des mathématiciens comme Mazur, Olam Schauder, le fameux Schauder lié au théorème du point fixe, et Sierpinski. Voilà, donc c'est ce mode de collaboration. Donc là, j'ouvre la parenthèse, c'est que les mathématiques, les mathématiciens, donc leur moyen favori pour créer des mathématiques, c'est les rencontres. Et donc c'est pour cela que les mathématiciens voyagent beaucoup, assistent à des congrès, et il y a beaucoup d'anecdotes sur des théorèmes qui ont été nés lors d'une promenade entre deux mathématiciens, quelqu'un qui vient partir du Japon ou aux États-Unis. Donc les rencontres, la discussion en mathématiques est très très importante, et c'est là où on établit les ponts entre les différentes idées. Et là, c'est pour les étudiants. Donc je vous invite à discuter mathématiques avec vos collègues. La discussion, ça crée des liens, ça crée des connexions. Voilà, donc ça c'est le contexte. Alors maintenant, on va voir l'état des mathématiques à l'époque, ce qu'on savait à l'époque et ce qui a contribué à la démonstration des théorèmes. Alors, voilà, donc les gens, donc l'étude des fonctions réelles, de l'analyse réelle, était bien élaborée. On connaît d'une manière précise la notion de continuité, les notions de convergence de suite de fonctions. Et ici, voilà, la notion importante qui a été introduite, c'est la convergence uniforme. Donc, parce que vous savez, quand vous avez une suite de fonctions, la convergence simple consiste à dire, pour tout x, je prends la suite fn de x et je dis qu'il converge vers x, vers un réel que j'appelle f de x. C'est ça la convergence. Mais ça, cette convergence, il est très faible, parce qu'on permet à chaque x, à la suite fn de x, de converger à sa guise, à sa manière et à son rythme. Et donc ça tue les propriétés. Vous pouvez avoir des suites de fonctions continues qui convergent simplement vers une fonction f sans que f soit continue, ou des fonctions bornées sans que f. Et ça, on le sait dans les cours élémentaires sur les convergences des fonctions. Et donc la notion de convergence uniforme, on a remarqué que la convergence uniforme était très importante. Donc ça, c'était des choses bien établies, la continuité. Et on a déjà compris aussi que la continuité est une notion topologique et ne dépend pas ici, parce que là, ce qui définit la continuité, c'est la distance, la valeur absolue dans R. Alors, après, donc maintenant, les mathématiciens au début du siècle commencent à travailler sur des espaces vectoriels de dimension infinie. Donc l'espace vectoriel des fonctions continues, ou de fonctions de classe K, ou fonctions LP. Et sur ces fonctions, comme sur R on a la valeur absolue, on a sur ces espaces on a des normes, et donc on a ces espaces vectoriels normés.
Et on a des opérateurs qui apparaissent naturellement, donc ce sont des applications linéaires entre ces espaces vectoriels normés. On les appelle opérateurs parce que dans la pratique, on a des équations dont les inconnues sont des fonctions et ces équations sont définies par des opérateurs, par des applications linéaires. Et on a établi la continuité, donc on a compris, puisqu'on a compris que la continuité est une propriété topologique, donc là, la continuité des applications linéaires était importante. Alors il faut remarquer que pour les espaces vectoriels de dimension finie, toute application linéaire est continue, alors que dans les espaces vectoriels de dimension infinie, ce n'est pas le cas. Et les notions de convergence, donc puisqu'on a des normes, on peut définir la convergence. Et voilà, donc ça est le problème que s'est posé Banach et Steinhaus, c'est le suivant. Donc j'ai une famille d'opérateurs entre des espaces vectoriels normés. Est-ce que si je contrôle les Tn de x, si je contrôle donc un contrôle local, pour chaque x, je contrôle la suite Tn de x, parce que ce qu'on appelle un contrôle local, est-ce que je peux contrôler globalement les normes des Tn? Voilà, donc ça c'est un problème d'uniformisation. Est-ce que une sorte de borne-étude locale entraîne une borne-étude uniforme, globale? Donc c'était ça le problème. Alors il a fallu, donc pour résoudre ce problème, il a fallu aller vers un autre domaine des mathématiques qui a commencé à se développer, c'est la topologie. Et donc là, la topologie, en 1900, voilà, la théorie, ça s'appelait la théorie d'ensemble de points. Et les choses, donc c'est une discipline récente, les résultats sont récents, mais les choses ont commencé à s'installer. Alors, Fréchet en 1906 a introduit la notion d'espace métrique. Voilà, donc il a remarqué qu'on peut, ce qui se passe dans R ou dans Rn, on peut le mettre dans des espaces plus généraux. Et voilà. Et Hausdorff a défini pour la première fois la notion d'espace topologique général avec les ouverts et les fermés, avec les axiomes d'ouvert, etc. Et l'école Hausdorff, c'est un mathématicien allemand, et l'école russe, Alexandrov et Urison, ont introduit les axiomes de séparation et de compacité. Et le théorème ou la notion qui va permettre à Steinhaus et à Banach de résoudre leurs problèmes, c'est la complétude métrique et les catégories de Baire. Donc, d'abord, et ça, c'est un mathématicien français, René Baire, né en 1874 et mort en 1932. Donc, il a étudié à l'École normale supérieure de Paris. Il a eu comme professeur Émile Pécard. Et en 1999, il soutient une thèse brillante où il introduit les catégories d'Hubert et la classification des fonctions réelles. Donc la thèse, ça s'appelle étude des fonctions réelles. Donc c'est très simple, mais il y a le fameux lemme de Baire. Alors le lemme de Baire, il dit que si vous avez une famille dénombrable d'ouverts denses, dont E, alors l'intersection est aussi dense. Ou bien vous pouvez le formuler avec les fermés, donc vous prenez les complémentaires. Si vous avez
une famille dénombrable de fermés d'intérieur vide, l'intersection de la réunion, l'intérieur de l'intersection est aussi vide. Donc ça veut dire que si vous avez une famille d'ouverts qui recouvre dans l'intersection est vide, si vous avez une famille d'ouverts dont l'intersection est vide, eh bien vous savez qu'il y en a parmi eux un qui n'est pas dense. Parce que s'il était toute dense, leur intersection est aussi dense. Donc voilà. Ou bien vous pouvez affirmer ce lemme en disant que vous ne pouvez pas recouvrir un espace complet par une réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide. Voilà, parce que si vous avez une famille d'intérieur vide, la réunion reste d'intérieur vide et donc il ne peut pas recouvrir un espace complet. Et voilà, et donc il a fallu ce résultat pour démontrer le théorème de Banach-Steinhaus. Et en fait, voilà, c'est la première fois qu'on amène de la topologie pour résoudre des problèmes d'analyse. Et le lemme de Baire, il est très utilisé dans d'autres théorèmes. Alors maintenant, le théorème de Banach-Steinhaus a été publié en 1927 dans Fundamenta Mathematica. Le titre, c'est sur le principe de la condensation des singularités. Alors vous voyez que c'est un article de 11 pages, hein. C'est pas très grand, mais c'est un article qui a posé les bases d'un grand théorème. Et le théorème, donc là, comme je l'ai dit, vous avez la démonstration. Il dit la chose suivante. Donc, si vous avez un espace de Banach, justement, donc après, ces espaces, on les a appelés des espaces de Banach. Donc, c'est des espaces métriques complets. Complet, ça veut dire que toute suite de Cauchy est convergente. Et si vous prenez une famille d'opérateurs continus, des applications linéaires de E dont F continue, et si vous pouvez majorer ponctuellement les normes des f de x pour tous les if, si tous ces sup sont finis, alors le sup de toutes les normes de fl est fini. Donc là, c'est un passage du local au global. Et voilà, donc c'est ça le théorème. Et la grosse idée de démonstration, c'est de considérer ces ouverts, justement où les fonctions ne sont pas bornées. Alors, comme on a par hypothèse tous ces sup sont, pour chaque x sup est fini, cette famille d'ouverts a une intersection vide. Et donc, puisque ils ont une intersection vide, et c'est ça le passage, sans le lemme de Baire, on saurait rester là à ne rien faire. Et là, ça veut dire qu'il y a un ouvert qui n'est pas dense. Alors, donc, s'il y a un ouvert qui n'est pas dense, ça veut dire qu'il y a un point dans E et toute une boule autour de ce point sur lesquels le sup des f de x est majoré par k. Puisque ne pas être dans K, parce que dire que c'est pas dense, ça veut dire qu'il y a toute une boule qui ne rencontre pas au K. Et donc, sur cette boule, on a la conclusion du théorème. C'est-à-dire, le sup est fini, majoré par K. Mais comme les applications F sont linéaire, on peut se ramener à cette boule modulo une translation. Et c'est ça l'idée. Et ça, donc, c'est pas bon. Si vous voulez la démonstration, vous pouvez la regarder, mais pour moi, le plus important, c'est de ramener cette idée de lemme de Baire. Ce passage de ça à ça n'a été possible que s'il y avait le lemme de Baire. Et donc ça, c'est l'échange entre les domaines en mathématiques. Voilà. Et voilà, et donc ça c'est, je crois, la première fois qu'on introduit la topologie dans l'analyse, et après, donc on a l'analyse fonctionnelle qui est née.
Et après, il y a le théorème de l'application ouverte, le théorème de graphe fini, et on a une trilogie qui sont les piliers de l'analyse fonctionnelle moderne. Et la conclusion, voilà, donc derrière un théorème, ben, il y a des hommes et des femmes. Alors il y a des rencontres aussi, c'est important. Sans la rencontre avec Steinhaus et Banach, ben, Banach peut-être n'aurait pas pu percer comme il l'a fait. Donc il était autodidacte, il n'avait aucune situation, il n'avait pas de diplôme ni rien du tout. Donc là, c'est Steinhaus qui l'a introduit dans le milieu universitaire. Et ça a donné une collaboration. Cette collaboration a pris la forme anecdotique du lèvre écossais. Et ça, c'est la devise de la communauté des mathématiciens. Les anciens aident les nouveaux. Et je vous remercie. Donc si vous n'êtes pas abonné, donc n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager pour permettre à la chaîne de se développer.